Aujourd'hui, nous examinons une affaire datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. Elizabeth Harclay est née en 1720 à Greenwich, un arrondissement de Londres situé sur la rive sud de la Tamise. Sa famille était pauvre et Elizabeth a reçu très peu d'instruction. La scolarité n'était pas obligatoire et il n'existait pas de système éducatif national. Seule une petite partie des enfants fréquentaient régulièrement l'école et les possibilités d'éducation formelle pour les pauvres se limitaient principalement aux écoles de charité. Comme beaucoup de jeunes filles à l'époque, Elizabeth s'est mariée alors qu'elle était encore très jeune. Son mari s'appelait James Brownrigg et il travaillait comme apprenti peintre, un métier dans lequel il semblait exceller. Elle s'appelait désormais Madame Elizabeth Brownrigg. Elle donna ensuite naissance à 16 enfants, mais malheureusement seuls 3 d'entre eux ont survécu à la petite enfance. Au milieu du XVIIIe siècle, des maladies comme la typhoïde, la variole et le typhus étaient répandues et encore plus présentes dans les quartiers pauvres de Londres où Elizabeth vivait avec son mari et leurs 3 enfants survivants. En 1765, Elizabeth et James ont quitté Greenwich pour s'installer à Fleur-de-Lys Court, dans Fleet Street, accompagnés de leur fils prénommé John. À ce moment-là, leur situation s'était quelque peu améliorée. James s'était imposé comme un très bon peintre et Elizabeth travaillait depuis quelque temps comme sage-femme. Elle a obtenu un poste à la paroisse de Saint-Dunstan pour aider les femmes enceintes en difficulté. En 1601, la loi sur le secours aux pauvres avait rendu chaque paroisse légalement responsable de la prise en charge des personnes vivant sur son territoire, qui, en raison de leur âge ou de leur infirmité, étaient incapables de travailler. Les valides se voyaient proposer du travail dans une maison de correction, en réalité une maison de travail, tandis que les personnes âgées et infirmes vivant chez elles recevaient une aide aux pauvres. Il s'agissait d'argent, de nourriture ou d'autres nécessités financées par un impôt local sur les biens des plus riches de la paroisse. Elizabeth était employée pour aider les femmes enceintes qui n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et bien que certains les considéraient avec compassion et les considéraient comme malheureuses vu leur situation, d'autres les jugeaient immorales et à peine dignes du soutien de la paroisse. Elizabeth, cependant, était très compatissante envers ces jeunes femmes et leur montrait beaucoup de gentillesse. Beaucoup pensaient que sa propre tristesse après la perte de 13 de ses 16 enfants l'avait aidée à devenir compréhensive envers leur situation. Quelle qu'en soit la raison, elle fut rapidement respectée par tous à Saint-Dunstan et reçut le titre de responsable des femmes et des enfants. Elizabeth décida qu'elle devait prendre une apprentie. Alors en février 1765, mademoiselle Mary Mitchell fut nommée pour l'assister. Certains de ses voisins se demandaient pourquoi Elizabeth aurait besoin d'aide, surtout qu'une rémunération était versée à toute personne prenant un apprenti pris en charge par la paroisse. 2 mois plus tard, en avril 1765, elle prit une autre apprentie, une pauvre malheureuse nommée Mary Jones. Elle fut envoyée chez Madame Brownrigg depuis l'hôpital des enfants trouvé de Londres. Ce n'était pas vraiment un hôpital, c'était plutôt un établissement qui aidait les enfants pauvres et abandonnés. Il leur offrait un endroit sûr ainsi qu'une certaine éducation. Il avait été fondé en 1739 par le capitaine de marine Thomas Coran, et on pense que l'hôpital des enfants trouvés fut la première organisation caritative officiellement constituée au monde. Mary Jones, cependant, ne resta pas très longtemps chez Madame Brownrigg, car ses 2 filles n'étaient pas employées comme apprentis et étaient plutôt traitées comme des domestiques. Heureusement, lorsqu'un jeune était pris comme apprenti, il n'était pas obligé de rester au-delà d'1 mois, car le premier mois était considéré comme une période d'essai. Une période d'essai pendant laquelle l'apprenti et le maître ou la maîtresse apprenaient à se connaître afin de voir si le jeune convenait au poste. Au début, Madame Elizabeth Brownrigg traitait bien les apprentis, mais une fois le premier mois passé, elle devint très sévère, disant souvent aux filles que leur travail n'était pas assez bon et les battant régulièrement pour la moindre erreur. Elle semblait très différente de la Madame Brownrigg, à qui l'on avait attribué le titre paroissial de responsable des femmes et des enfants. Face à l'augmentation des mauvais traitements, Mademoiselle Mary Jones décida de quitter la maison de Monsieur James et Madame Elizabeth Brownrigg. Elle savait qu'ils fermèrent la porte à clé chaque soir, mais laissèrent la clé dans la serrure. Il lui suffisait de déverrouiller la porte une fois tout le monde endormi et de quitter discrètement la maison. Ainsi, aux premières heures du mercredi 24 juillet 1765, elle quitta son horrible captivité.
Elle retourna à l'hôpital des enfants trouvés, où elle fut examinée par un médecin. Elle décrivit également à la matrone la façon dont elle avait été traitée. Le médecin constata qu'elle était couverte de bleus et de plaies. Ces conclusions furent ensuite transmises au gouverneur de l'établissement, qui furent très préoccupés. Ils chargèrent leur avocat, un certain Monsieur Plumtree, d'écrire à Monsieur James Brownrigg et de lui demander d'expliquer les mauvais traitements subis par Madame Mary Jones pendant qu'elle était à son service. Monsieur Plumtree déclara qu'il menacerait aussi de poursuivre Monsieur Brownrigg en justice s'il ne pouvait expliquer la raison de la cruauté envers la jeune fille. Monsieur Brownrigg ne prêta aucune attention à la lettre de l'avocat, et finalement, les gouverneurs de l'hôpital des enfants trouvés décidèrent de ne prendre aucune autre mesure contre lui. Pendant ce temps, l'autre jeune femme, Mademoiselle Mary Mitchell, était toujours employée comme apprentie chez les Brownrigg, et, à présent, la discipline qui avait été si cruellement infligée à Mademoiselle Mary Jones était désormais imposée à la pauvre Mademoiselle Mitchell. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Elle décida qu'elle devait partir et, lorsqu'elle eut rassemblé assez de courage pour le faire, elle quitta calmement la maison. Cependant, elle fut aperçue dans la rue par le fils de Madame Brownrigg, le jeune John Brownrigg qui revenait d'une course. Il la fit faire demi-tour et retourner à la maison. Furieuse qu'elle ait essayé de partir, Madame Brownrigg punit encore davantage la pauvre fille. Elle était attachée et battue, généralement avec le balai. On ne lui permettait pas de dormir dans un lit et elle devait passer ses nuits à la cave. On ne lui donnait à manger que de petites portions de pain et d'eau. Et bien qu'elle n'ait jamais connu qu'une existence des plus modestes, Madame Brownrigg semblait déterminée à rendre sa vie aussi insupportable que possible par ses abus verbaux et physiques constants. Mademoiselle Mary Jones, qui avait réussi à s'échapper de la maison des Brownrigg, avait rapporté qu'elle avait non seulement été battue par la maîtresse, mais qu'elle avait aussi reçu de l'eau sur la tête lorsque la maîtresse avait trouvé à redire à son travail pendant qu'elle nettoyait les sols. À présent, il semblait que Mademoiselle Mary Mitchell subissait la même cruauté. Le 17 février 1766, Madame Brownrigg engagea une autre apprentie pour travailler aux côtés de Mademoiselle Mitchell, tout comme les deux autres. Elle s'appelait aussi Mary. Son nom était Mademoiselle Mary Clifford. Elle avait 14 ans et était la fille d'un cordonnier. Sa mère était récemment décédée et son père n'avait aucun moyen de s'occuper d'elle ni de ses autres enfants. Alors, ils furent livrés à la charité de la paroisse. Les responsables de la paroisse confièrent alors Mary aux soins de Monsieur Brownrigg et Madame Elizabeth Brownrigg, malgré les précédentes accusations de Mademoiselle Mary Jones, selon lesquelles les Brownrigg l'avaient traitée de la manière la plus cruelle. Au début, la jeune Mademoiselle Clifford fut bien traitée, mais après qu'un mois se soit écoulé et qu'elle ait été légalement liée aux Brownrigg, elle commença elle aussi à subir le même genre de cruauté que Mademoiselle Mary Mitchell et Mademoiselle Mary Jones. Elle devait travailler 18 heures par jour et dormir sur une natte, souvent à la cave ou dans le réduit à charbon. Il était rare qu'une journée passe sans que la maîtresse ne batte ses pupilles, et la sévérité semblait toujours augmenter. Les coups étaient souvent infligés en présence du fils de Madame Brownrigg, John, qui semblait soutenir pleinement les actions de sa mère. Finalement, Mademoiselle Mary Clifford,
qui devenait désormais trop faible physiquement pour supporter ses coups, se confia à une dame française qui logeait dans la maison. À la découverte de l'acte de mademoiselle Clifford, madame Brownrigg entra dans une colère noire. Elle jugeait ce comportement très inconvenant de la part de ses domestiques, qu'elle avait recueillis lorsque leur père ne pouvait plus s'occuper d'elle. Cette fois, elle n'a pas seulement battu Mary Clifford, elle lui a aussi coupé la langue avec des ciseaux. Pendant la période où mademoiselle Mary Clifford travaillait chez les Brownrigg, son père s'était remarié et, le 12 juillet 1767, sa belle-mère est venue lui rendre visite. C'était dimanche et elle savait que Marie ne travaillait pas, alors elle pensait qu'elle pourrait passer du temps ensemble. Étrangement, on lui a dit qu'elle avait pu voir sa belle-fille et on l'a informé que Marie n'était pas à la maison. Madame Clifford était un peu inquiète. Pourquoi Marie ne serait-elle pas là ? Elle est rentrée et a dit à son mari qu'elle n'avait pas pu parler à Marie. Le 3 août, un apprenti de Monsieur Deacon, le boulanger de la cour Fleurdel, qui habitait à côté des Brownrigg, regardait par la fenêtre du dernier étage en direction de la propriété des Brownrigg. Il a vu une jeune fille et elle semblait être dans un état particulièrement mauvais. Elle était attachée et du sang coulait de sa tête. Le jeune homme s'est faufilé dehors pour pouvoir l'observer entièrement et il a crié. Finalement, elle a levé les yeux et il a remarqué que ses yeux étaient noirs et que son visage était extrêmement enflé. Elle laissait échapper de faibles sanglots. L'apprenti a aussitôt prévenu sa maîtresse de l'état misérable de la jeune fille. Madame Deacon a alors fait venir la belle-mère de la jeune fille, car elle voulait l'informer de la cruauté qui semblait avoir été infligée à la jeune Mary Clifford. La belle-mère de Mary Clifford est allée voir le surveillant de la paroisse pour l'informer de son inquiétude. Le surveillant, accompagné du surveillant de Whitefriars Precinct, s'est alors rendu chez monsieur et madame Brownrigg et a exigé qu'il laisse mademoiselle Mary Clifford voir sa belle-mère. Une demande simple, mais à laquelle madame Brownrigg était réticente à accéder. Une fouille de la maison fut ordonnée, mais cela ne permit que de trouver l'autre jeune servante, mademoiselle Mary Mitchell. Le surveillant, mécontent, ordonna que si monsieur et madame Brownrigg ne présentèrent pas la jeune fille, il ferait aussitôt venir le magistrat. Monsieur James Brownrigg fit une menace vague, disant qu'il informerait la mairie du harcèlement dont il était victime, mais il céda finalement et demanda à son fils d'aller chercher mademoiselle Mary Clifford. Pendant l'épreuve, elle avait été enfermée dans un placard. Elle était dans un état terrible. Sa tête était couverte de nombreuses entailles. Ses jambes et ses cuisses étaient dans le même triste état. Il y avait une profonde blessure sur l'une de ses hanches. Sa gorge avait enflé et sa bouche était tellement déformée qu'elle ne pouvait pas la fermer. Les officiers ont immédiatement emmené les deux filles et les ont placées sous la garde de la paroisse locale. Mary Clifford a été examinée par un médecin qui s'est occupé de ses blessures étendues. Le magistrat a été convoqué et M. Brownrigg a été arrêté. Mais lorsque les autorités sont arrivées, Madame Elizabeth Brownrigg ainsi que son fils John avaient fui et étaient introuvables. Pendant les jours suivants, ils passèrent d'une pension à une autre et tentèrent de se déguiser du mieux qu'ils pouvaient. Mais étrangement, ils ne quittèrent pas Londres. Le 9 août, mademoiselle Mary Clifford est morte de ses blessures. L'enquête qui a suivi a conclu que sa mort avait été causée par monsieur James Brownrigg et madame Elizabeth Brownrigg, ainsi que par leur fils John. La mort si cruelle de mademoiselle Clifford a suscité une vive colère publique. Des avis furent placés dans les journaux et dans tout Londres, demandant des informations sur la localisation de madame Elizabeth Brownrigg et de son fils, le jeune John Brownrigg. Il disait « Où est Elizabeth, l'épouse de James Brownrigg, peintre de Fleur-de-Luce courte, Fleet Street, accusé sous serment d'avoir traité cruellement de jeunes apprentis, mettant ainsi leur vie en grand danger. Quiconque l'arrêtera afin qu'elle soit traduite en justice recevra une récompense de 10 guinées de la part du surveillant de la paroisse de Saint-Dunstan dans l'Ouest. Elle est de taille moyenne, mince, au teint basané, âgée d'environ 50 ans, portait une robe jaune rayée et exerçait la profession de sage-femme. Et quiconque arrêtera John Brownrigg, son fils, un jeune homme au teint pâle, aux cheveux foncés, très mince, âgé d'environ 19 ans, peintre de métier. Le peintre, qui est également accusé sous serment d'avoir été complice du traitement cruel susmentionné, recevra une récompense de 2 guinées, à verser par les surveillants susdits. Finalement, ils ont loué des chambres dans la propriété appartenant à un certain monsieur Dunbar, qui tenait une boutique d'épicier. Le 15 août, après avoir lu l'un des avis,
Il a contacté le policier local car il pensait que les 2 derniers résidents pouvaient être les Brownrigg disparus. C'était bien eux, et une fois qu'ils eurent été identifiés par les autorités, Madame Elizabeth Brownrigg et son fils, le jeune John Brownrigg, furent arrêtés et conduits à la prison de Newgate. Le procès commença à l'Old Bailey le 7 septembre 1767 devant le juge Sir Robert Keats. Le principal témoin était Mademoiselle Mary Mitchell, qui décrivit le traitement épouvantable qu'elle et la pauvre Mademoiselle Mary Clifford avaient subi de la part des accusés. Elle avait travaillé chez les Brownriggs un peu moins de 2 ans et demi et déclara qu'au début, elle et Mademoiselle Clifford étaient bien traitées. Mais une fois la période d'1 mois terminée, lorsqu'elle fut replacée en apprentissage chez les Brownrigg, la maîtresse commença sa campagne de barbarie et de mauvais traitements. Elle déclara que Madame Brownrigg les battait avec une canne ou un balai et les faisait dormir sur des planches, souvent à la cave ou dans le réduit à charbon. Elle ajouta que si la maîtresse voulait les punir plus sévèrement, elle leur faisait enlever leurs vêtements et leur attachait les mains à la poutre qui traversait le plafond. Elles étaient alors battues, souvent avec un fouet pour chevaux. Elle a dit qu'après un certain temps, un crochet permanent avait été posé sur la poutre pour faciliter leur attache. Mademoiselle Mitchell a dit que Mademoiselle Clifford était battue chaque semaine et que, lorsque Madame Brownrigg était absente, son fils John la battait même si son dos et ses épaules étaient généralement couverts de croûte et d'échymose. Elle a précisé que Mademoiselle Mary Clifford était la plus souvent battue et qu'elle recevait fréquemment de maigres rations de pain et d'eau. L'apprenti de James Brownrigg, un gentleman nommé Monsieur George Benham, a également témoigné. Il a dit à la cour qu'il avait vu Madame Brownrigg battre les 2 filles à plusieurs reprises. Il a également déclaré que, lorsqu'il est allé rendre visite à Monsieur Jacques Brownrigg après son arrestation, on lui a demandé d'aller à la maison et d'enlever le crochet de la poutre dans la cuisine, puis de brûler tous les bâtons que Madame Brownrigg avait utilisés pour battre les filles. Avant de quitter la barre, il a dit à la cour que Madame Brownrigg lui avait expliqué, ainsi qu'à Mademoiselle Mitchell, que si la belle-mère de Mademoiselle Clifford venait un jour, il devait dire que Marie n'était pas là, car sa belle-mère n'était pas une femme bien et qu'elle ne voulait pas d'elle dans la maison. Parmi les témoins figuraient le surveillant de la paroisse et le médecin ayant soigné Marie Clifford après son retrait de chez les Brownrigg. Pour sa défense, Elizabeth affirma que les coups étaient des punitions pour mauvais travail, sans intention de tuer la jeune fille. Les preuves médicales, cependant, suggéraient qu'elle devait savoir que la brutalité qu'elle avait infligée était très grave et qu'elle avait traité Mademoiselle Clifford de manière extrêmement cruelle. Non seulement en la battant, mais aussi en la privant de nourriture et d'eau et en la faisant dormir sur une planche, à la cave ou dans le réduit à charbon. Elle n'a jamais cherché à faire soigner les blessures de la jeune fille. D'autres témoins au tribunal ont évoqué la bonne réputation de Monsieur et Madame Brownrigg et de leur fils Jean. Monsieur Jacques Brownrigg a été décrit comme un homme travailleur, sobre et de bonne nature. Il a également été dit que lorsque l'échevin avait demandé à Mademoiselle Mary Clifford si elle avait déjà été battue par son maître, elle avait répondu que non. Mademoiselle Mary Mitchell a aussi affirmé que son maître ne l'avait jamais battue et ne pensait pas qu'il connaissait la cruauté de sa femme. Le procès a duré 11 heures, après quoi le jury a déclaré Madame Mary Brownrigg coupable de meurtre volontaire. Elle a été condamnée à mort et son cadavre devait être disséqué publiquement. Jacques Brownrigg et son fils Jen ont été acquittés, mais détenus sous le coup d'un acte d'accusation pour mauvais traitement et agression envers Mary Mitchell. Ils ont ensuite été condamnés à 6 mois de prison et à une amende d'1 shilling chacun. Madame Brownrigg a été conduite à la prison de Newgate, où elle a été assistée par un ecclésiastique. Elle a avoué son crime et a reconnu que la sentence était juste. Elle a été autorisée à voir son mari et son fils une dernière fois, avant d'être conduite à son exécution, qui a eu lieu le lundi 14 septembre, seulement une semaine après avoir été reconnue coupable du meurtre de Mary Clifford. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour l'événement et l'a huée lorsqu'elle s'est dirigée vers le gibet. Ils ont exprimé leur colère contre son crime et manifesté leur dégoût devant la cruauté infligée à Mademoiselle Mary Clifford, une jeune fille malheureuse. Peu de temps après, Madame Elizabeth Brownrigg fut pendue. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.